Alors, c'était une invitation radicale à la collaboration, puis à tout ce que je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais tu nous as mis dans un état d'esprit assez profond sur notre façon d'appréhender les prochaines étapes et notamment la façon de se transformer pour mieux agir dans un monde en transformation qui est le thème du sommet. Alors, on passe maintenant à un panel pour poursuivre la discussion sur la transformation de nos pratiques et sur l'innovation. Alors, je vais demander, donc, je vous présente, puis ils vont se joindre Claude Bernard, qui est directrice de la campagne majeure à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Hélène Côté, directrice générale de Moisson Québec. Patrick Dubé, consultant en innovation. Linda Tchombé, qui est directrice développement philanthropique à la Fondation du Grand Montréal. Et Béatrice Vaugrand, qui est directrice générale d'Oxfam Québec. Bonjour. Et j'ai mentionné leur poste actuel, mais toutes ces personnes ont une expérience très diversifiée. Vous allez le voir, donc merci d'avoir accepté de participer à ce panel. Alors, comme pour les autres panels, on va laisser 5 minutes à chacun des panélistes pour partager leurs réflexions sur le thème de ce matin. On va commencer par Claude. L'autre Claude. Oui. Claude Bernard, oui. Oui. Puis là, c'est Pinard Bernard, tu sais. Oui. Je vais prendre un break. Vas-y. C'est Oui, oui. Je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. Ça va. Bon, bonjour tout le monde. Alors, je suis Claude Bernard. Effectivement, je suis la directrice de la grande campagne de l'Université de Montréal, qui est une grande campagne qui est en phase silencieuse, même si c'est le secret le moins bien gardé au Québec. Donc, on est en phase très active là, de préparation pour un lancement qui va avoir lieu quelque part un peu après Noël. Donc, je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui. Quand on m'a demandé de participer à ce panel-là, j'étais ravie de partager la scène avec des gens qui ont des expertises diverses et vraiment de parler de nos organisations propres. Et je vais axer un peu mon ressenti sur le milieu universitaire francophone, parce qu'il y a une réalité pour le milieu universitaire anglophone, mais il y a aussi une réalité pour le milieu francophone. Et ça me fera plaisir de discuter sur les autres expériences que j'ai, mais j'aimerais vraiment axer là-dessus. Donc, cette perspective-là, elle est très, très en complémentarité avec, je suis certaine, les expertises des autres. Et puis, d'entrée de jeu, je vais vous dire 2 choses. Les universités, elles ont besoin de la philanthropie pour financer l'innovation. Elles ont besoin de la philanthropie parce que le financement public qu'on reçoit est très bien, mais dans une société comme la nôtre où les universités sont vraiment le fondement de beaucoup d'éléments qui émergent et de l'innovation, on a vraiment besoin de la philanthropie, donc on a besoin de l'innovation. Les universités aussi ont un rôle à jouer, je pense, dans l'émergence des pratiques innovantes. On est à quelque part un leader, on doit assumer ce leadership-là et c'est vraiment important en matière de philanthropie. On parle d'efficacité, on parle d'efficience, on parle d'utiliser la donnée de plus en plus pour prendre des décisions qui sont éclairées. Mais on parle aussi de transparence, de travailler très en lien avec les milieux et avec les donateurs pour avoir un impact qui est plus grand que jamais. La transformation qui est en train de s'opérer actuellement, surtout dans le milieu universitaire francophone, est une transformation qui avait commencé bien avant la pandémie, mais je dirais que ça s'est drôlement accéléré avec la pandémie. Comme tout le monde dans le milieu ici, on a dû revoir nos pratiques, essayer de voir comment on pouvait mieux faire avec moins, avec des paramètres qui étaient très, très changeants. Et là, j'ai envie de vous parler de 3 types de philanthropie. Puis là, ça va te faire rire parce que je vais parler de collaboration moi aussi. Go! Donc, vraiment une philanthropie collaborative dans le sens où le milieu académique aujourd'hui comprend vraiment certains enjeux, mais a vraiment besoin de travailler avec les autres pour arriver à envisager des approches conjointes. C'est pas nouveau de travailler en collaboration. Les chercheurs travaillent depuis longtemps, les universités travaillent ensemble depuis longtemps, mais de manière philanthropique, de manière vraiment sensée au niveau de la philanthropie, c'est très nouveau dans le milieu québécois, dans le milieu francophone. Et ça, c'est de l'innovation.
J'ai des collègues ici dans la salle qui travaillent, qui sont des organisations qui sont dans le giron de Sainte-Justine. Je parle de HMR, je parle de l'Université Sainte-Justine. On l'oublie parfois, mais l'Université de Montréal, c'est très grand et c'est très large. Et on travaille en collaboration conjointe actuellement. On a signé des ententes de collaboration pour essayer de voir des enjeux de manière très 360 pour avoir vraiment un impact plus grand et d'approcher les donateurs de manière conjointe, ce qui ne se faisait pas auparavant. Et de les approcher pour s'assurer que la tarte philanthropique, elle est non seulement on se la sépare à 2, 3 ou à 4 ou à 5, mais on se la sépare, on agrandit, puis on a maintenant accès à des donateurs beaucoup plus grands, avec des ambitions beaucoup plus grandes. Donc, pour moi, la philosophie, très concrètement, une philanthropie collaborative, c'est ça. Une philanthropie d'impact également, et c'est complètement lié à la collaboration. Comment on fait pour avoir de l'impact, mais bien au-delà de l'argent? Mais effectivement, il faut avoir une vision globale qui fait du sens. Une des choses qui est très innovante, c'est la manière de positionner les universités aujourd'hui. Les universités qui ont toujours été dans leur tour d'ivoire, il y avait la recherche fondamentale souvent, mais peu connectée sur les milieux, travailler en vase clos, peu d'opérations qui faisaient en sorte qu'on dynamisait ensuite les recherches, etc. Mais aujourd'hui, le discours qu'on aime employer, surtout à l'Université de Montréal, et ça fait longtemps que les universités anglophones le font, mais on ne donne pas à l'université, on donne à travers l'université pour impacter, pour induire un changement, pour contribuer au changement. Et ça, c'est un changement énorme de paradigme. Il y a eu des exemples de dons exceptionnels qui ont été publiés pour, bien sûr, en préparation de la campagne à l'Université de Montréal, mais ces dons-là, entre autres un don de la famille Courtois qui a été pour la recherche fondamentale sur les nouveaux matériaux, c'est des choses sans innovation, que si on supportait ça par la philanthropie, on aurait beaucoup de mal à financer ça autrement que par la philanthropie. Et ça donne le temps aux chercheurs de trouver des solutions durables et d'avoir un vrai impact éventuellement sur les changements climatiques, entre autres. Donc, il faut donner le temps aux universités et les moyens pour arriver à ça. Je terminerai en parlant de philanthropie d'engagement. On en a beaucoup parlé. Philanthropie innovante pour les universités francophones encore ici. On a pris trop souvent pour acquis les diplômés, les bénévoles pour les universités. Les universités anglophones le travaillent depuis de nombreuses années, ramènent au cœur de la vie de l'université les diplômés, les bénévoles qui deviennent des mentors. Mais une université qui produit des diplômés, c'est une université qui produit des gens dans chacun des milieux qui vont avoir un impact. Et ça, c'est nouveau de réfléchir comme ça. Et on les amène, on y réfléchit de manière conscientisée aujourd'hui pour les amener autour de l'université. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Hélène Côté. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression de jouer dans la cour des grands ce matin, alors merci de m'accueillir. Clairement, il y a un avant, un après pandémie, puis j'ajouterais inflation également dans le circuit, dans le giron. Pour Québec seulement, Moisson Québec, avant la pandémie, on aidait 35 000 personnes différentes chaque mois. On est à 80 000 minimum actuellement, 270 000 services d'aide alimentaire chaque mois dans notre belle et riche région de Québec. On a l'impression, nous, qu'il y a un ouragan qui fait du surplace au-dessus de nous depuis quelques années. Et pour faciliter notre travail, on a des défis énormes au niveau de l'approvisionnement alimentaire qui est à la baisse. Non pas parce que les entreprises sont moins généreuses, je tiens à le dire, chacune, au contraire, on a de plus en plus d'entreprises agroalimentaires qui s'impliquent dans le don de denrées, mais chacune étant plus performante, on reçoit moins en bout de ligne. Mais j'y reviendrai. Alors, vous comprenez facilement l'énorme pression, puis on en entend parler beaucoup dans les médias, et encore ce matin, on faisait un comparatif avec l'aide alimentaire et un certain 5 millions pour le sport. Mais, donc, on est très d'actualité, mais ça nous met énormément de pression quand il y a autant de gens qui dépendent de notre travail pour se nourrir. Je vais focusser aujourd'hui sur la particularité du réseau qui est l'approvisionnement alimentaire, hein, le réseau d'aide alimentaire du Québec. Je parlerai donc pas
de l'importance de la philanthropie monétaire. 80% de nos revenus proviennent de dons de particuliers, d'entreprises, de fondations. Je parlerai pas non plus de l'importance du milieu communautaire, du bénévolat, 40 000 heures de bénévolat seulement pour Québec par année qui nous est offert. Donc, une autre forme de philanthropie très active pour nous. Et je parlerai pas des aspects idéologiques, du moins pas tout de suite, peut-être plus tard. On sait qu'on n'est pas une solution en soi. Que ça prend vraiment des politiques structurantes qui, à long terme, vont sortir les gens de la pauvreté. On est conscient de tout ça, mais demain matin, au Québec, il y a 872 000 personnes, 1200 organismes qui font de l'aide alimentaire directement, qui ont besoin de nous pour, je le répète, répondre à un besoin de base, celui de se nourrir. C'est inacceptable chez nous qu'il y ait autant de gens dans cette réalité-là. Historiquement, notre modèle d'affaires était basé uniquement sur les dons alimentaires. Mais je vous le dis, des erreurs de production, des invendus, il y en a de moins en moins. Hein. La chaîne d'approvisionnement a été très malmenée pendant la pandémie. Nous, on est tout au bout de la chaîne. Il y a des enjeux dans les champs, les enjeux climatiques, des enjeux de transport, de ressources humaines, les ventes à rabais. Donc, c'est des choses qui nous étaient données directement, mais là, il y a des ventes à rabais un peu partout et c'est correct. La lutte au gaspillage, je vous le confirme, ça fonctionne. Sauf que nous, c'est avec ces denrées-là qu'on nourrissait les gens. Alors, vous voyez, hein, moins de denrées, plus de besoins. On doit vraiment se repositionner dans notre modèle d'affaires, dans la chaîne d'approvisionnement pour répondre à tous les besoins des partenaires, des parties prenantes de l'écosystème agroalimentaire. On a et on veut développer de nouveaux partenariats. Il y a des choses qui se mettent en marche actuellement, mais on ne veut plus être qu'un réseau parallèle qui fonctionne avec les dons, mais on veut vraiment chercher à intégrer davantage le réseau du milieu agroalimentaire. Mais ça amène des défis énormes. Comment, parce que les dons, hein, pour Québec, on a donné une valeur de 44 millions l'an dernier en denrées. On a acheté pour 1 point quelques millions, alors qu'on n'achetait pas avant la pandémie. Alors, comment faire en sorte qu'on garde l'élan de philanthropie, de donner les denrées alimentaires, tout en investissant des sommes pour des achats, que ce soit fait par la moisson, par notre réseau ou par d'autres partenaires. Il y a une réalité là qui peut être sensible et honnêtement, j'ai pas de réponse. On n'a pas encore les réponses, mais on court. On n'a pas beaucoup de temps. La patience fait pas partie de mes vertus, j'avoue. Mais demain, il y a des gens qui ont besoin de nous pour se nourrir. Donc, on a l'impression de courir tout le temps. Et on a osé se faire accompagner d'une boîte d'entreprises externes à notre milieu pour nous aider à voir autrement. Puis c'est pas parce que ce qu'on faisait était pas bon, puis Bruno Marchand le soulignait hier matin, mais le contexte est pas le même et on doit penser autrement. Notre souhait, c'est de fermer nos portes, mais là, demain, il y a des gens qui ont besoin. Alors, on est obligé de revoir vraiment notre modèle. Alors, on est là-dedans. On est, je dirais, sur le chemin de la transformation obligé, mais c'est un défi parce que ce chemin-là nous oblige à continuer les services réguliers tout en planifiant l'avenir. Alors, voilà pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup. On va vouloir revenir sur la fin de votre intervention, puis on va donner l'occasion aussi aux tables d'échanger pendant le panel, mais sur cet équilibre entre innover, se transformer, tout en poursuivant des opérations récurrentes qui sont au cœur de la mission de l'organisation. Ces tensions-là, comment on les gère, vous l'avez très bien illustré. Patrick Dubé.
Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, dans la foulée du cri du cœur de Laure Varidel hier et de Mère au front, des propos de Nadia Duguay sur le deuil, des propos de Claude Pinard sur la philanthropie catalytique, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous partager 3 constats que j'ai faits lors de mon passage comme directeur général à la Maison de l'innovation sociale pendant une période d'à peu près 7 ans. Et vous présenter peut-être donc quelques constats et innovations qu'on a tenté de mettre en place pour adapter notre mission aux défis de la transition socio-écologique qui, j'espère, vont pouvoir faire écho au monde de la philanthropie. Le premier constat, c'est qu'agir à l'échelle des systèmes, ce n'est plus une option. Effectivement, c'est un passage obligé. Et pour le faire, la première étape, c'est de reconnaître par défaut l'enchevêtrement, en fait, des thématiques sur lesquelles on s'investit, soit comme organisme intermédiaire ou comme philanthrope. Bouleversement climatique, urgence sanitaire de longue durée, inégalité sociale, perte de biodiversité, sécurité alimentaire, cohésion, mixité sociale, ce sont tous des défis qui sont en fait profondément interconnectés et leur explosion dans les dernières décennies, en fait, ne fait que révéler, je pense, notre profonde difficulté à rendre compte de cette complexité-là dans la manière dont on envisage et dont on se raconte le changement social. Ces interdépendances-là exigent des solutions qui vont au-delà des méthodes conventionnelles, une nouvelle forme de philanthropie, Claude en parlait tout à l'heure, mais aussi des nouveaux modes d'accompagnement pour les organismes intermédiaires comme la MIS, qui intègrent en fait de l'expertise multisectorielle, qui respecte la diversité, qui intègre des perspectives transgénérationnelles et qui reconnaissent en fait le poids du passé dans la transformation qu'on essaie de mettre en place. Tout ça pour créer une compréhension globale des problèmes, des enjeux auxquels font face les communautés, mais aussi pour mobiliser des solutions innovantes avec des multiples lentilles par défaut. À la MIS, cette prise de conscience-là a marqué un tournant stratégique décisif dans notre organisation en 2019. Comme organisme intermédiaire, au lieu de continuer à soutenir uniquement des initiatives qui ciblaient des enjeux sociaux en isolation, comme on le faisait dans les premières années, on a décidé de prendre le parti de cette complexité-là. Et on a commencé à intégrer cette notion d'enchevêtrement dans les critères même de certains de nos programmes pour soutenir des initiatives qui s'intéressaient finalement à l'enchevêtrement des enjeux dans leur communauté, donc qui naviguaient plus à l'interface des systèmes écologiques, des systèmes environnementaux et des systèmes sociaux, et qui travaillaient à augmenter le potentiel de résilience, le potentiel de régénération de leur communauté par design, en se positionnant spécifiquement sur cette interface-là. Notre travail à l'échelle des systèmes, c'est aussi intéressé à la question des obstacles structurels, des obstacles systémiques que rencontrent les actrices et les acteurs de changement. Donc, dans nos institutions, les obstacles réglementaires, le manque d'instruments financiers adéquats pour financer certains projets qui sont plus atypiques. Et donc, on a démarré un nouveau programme qui s'est intéressé à ces enjeux-là, notamment un laboratoire d'innovation réglementaire qu'on a mis en place avec la Ville de Montréal pour favoriser le développement d'une culture d'innovation réglementaire au sein de l'administration publique et aussi donc certains projets en milieu rural où on s'est intéressé au développement de nouveaux instruments financiers pour soutenir la transition des agro-écosystèmes dans la transition écologique. Donc, ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est quand on s'intéresse à l'impact systémique, bien, la qualité de notre travail comme organisme intermédiaire et comme philanthrope est directement tributaire de la qualité des écosystèmes de parties prenantes dans lesquels on se situe. Le corollaire de ça, c'est que la collaboration à l'échelle des systèmes, c'est pas simple. On parle beaucoup de collaboration depuis hier, mais je dirais jusqu'à quel point on est vraiment capable de collaborer à l'échelle des systèmes. On réalise vite quand on travaille à cette échelle-là et avec humilité que la collaboration dont on a besoin, c'est plus juste une collaboration horizontale visant à briser des silos. Il faut en fait commencer à travailler dans l'autre axe, l'axe vertical, qui est celui qui vise à défoncer les plafonds de verre puis les planchers de verre pour permettre d'amplifier ou de donner une voix aux mouvements sociaux au sein des institutions pour initier des changements de mentalité, mais aussi de manière à pouvoir réellement créer des ponts solides entre les communautés, les organismes de terrain et les institutions pour mieux les transformer dans l'action de manière collective. Dans ce contexte-là, en fait, la collaboration ne repose absolument plus sur le réseautage, uniquement le partage d'expertise, l'animation d'ateliers, la facilitation de rencontres, mais on a besoin d'une posture, comme Claude Pinard le disait, de médiation. Une posture de médiation systémique, pourquoi?
ben pour accompagner le deuil dont Nadia Duguay parlait hier, on a besoin en fait de travailler en médiation avec les acteurs du système ou des systèmes qui sont en fin de vie et des nouveaux systèmes qui émergent sur ces enjeux-là. On a besoin de réenchanter aussi. La médiation, en fait, est aussi une façon de commencer à réfléchir les nouveaux usages de nos actifs collectifs, nos stationnements, nos parcs, nos arbres dans les villes, au service du nouveau système qu'on essaie de mettre en place dans un contexte de transition écologique. La médiation, c'est aussi une manière de négocier les relations de pouvoir entre les acteurs du nouveau système, parce qu'il y en a encore et il y en aura toujours. Donc, le troisième constat que j'ai envie de faire, le dernier constat, c'est peut-être que dans un monde qui est imprévisible, de plus en plus imprévisible, c'est clair que l'innovation philanthropique doit continuer à soutenir l'agilité, la flexibilité pour s'adapter au contexte émergent, aux crises émergentes. Mais elle doit aussi permettre le développement de stratégies puis d'actions à long terme qui s'harmonisent dans un agenda philanthropique collectif. Et au-delà des pratiques d'impact collectif, je pense que les pratiques de prospective sont importantes à mettre en place à l'échelle du secteur de la philanthropie pour donc s'assurer que on n'est pas juste en train de s'adapter aux tempêtes qui viennent, mais on est capable de stimuler des nouveaux imaginaires, créer des nouveaux récits sur des futurs souhaitables qui ont le potentiel de réenchanter, de nous aligner collectivement, de nous mettre en action avec agentivité et avec care. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, très inspirant. Alors, Linda Chomby, la Fondation du Grand Montréal. Oui, bonjour. Là, vous regardez votre programme en mode c'était Karel Méran, est-ce qu'il a changé pendant la nuit? Non. Vous êtes venu vous Karel Méran, vous aurez Linda Chomby. Je suis tout autant bonne, vous allez voir. Alors, je suis directrice au développement philanthropique à la Fondation du Grand Montréal. C'est une fondation communautaire créée en 2000 et elle fait partie du réseau de fondations communautaires canadiennes qui compte 200 membres à travers le Canada et 11 au Québec. Donc, notamment à Québec, on a la Fondation Québec Philanthrope, qui sont quelque part là, qui dessert la capitale nationale et les Chaudières-Appalaches. Donc, la Fondation du Grand Montréal, elle, c'est vraiment l'île de Montréal, Laval, ainsi que la Rive-Sud, donc une bonne partie de la Montérégie. Et une fondation communautaire, c'est une fondation par la communauté et pour la communauté. Je vais beaucoup revenir sur ces deux aspects pendant mon intervention. Donc, on a une mission, en fait, qui s'articule autour de 3 principaux points. Créer des fonds philanthropiques, administrer ceci et soutenir le milieu à travers des subventions. En général, c'est ce 3e volet-là qu'on connaît de nous, mais les 2 autres sont tout autant importants. Alors, nos pratiques ont évolué au courant des dernières années pour venir répondre aux changements, en fait, sociétaux qu'on a connus et vraiment être calqués. On parle de nouvelles formes de philanthropie, mais avoir des nouvelles pratiques qui reflètent réellement ce qu'est la société d'aujourd'hui. Et ceci sur chacun des axes que j'ai énoncés tantôt. Donc, je vais commencer par la création des fonds philanthropiques. Hier, avec le sondage, on a prédit, nous-mêmes, milieu philanthropique, on a prédit que les Québécois pensent associer en majorité philanthrope et privilégié. C'était vrai dans 25% des cas, mais c'est la preuve qu'il y a un certain cliché que sans vouloir on a en tête. Puis c'est pas un cliché qu'on se le dise. Quand vous pensez au profil robot du philanthrope, ça va pas être forcément le jeune professionnel noir ou la jeune maghrébine. Ça va être en général un homme blanc d'un certain âge et d'une certaine classe sociale. Et je vais aller plus loin, je vais nommer l'éléphant dans la pièce. Nous sommes le milieu philanthropique québécois. Mais regardez autour de vous. Regardez la diversité que vous trouvez autour de vous. Et ça, c'est la même chose, je pense, dans nos milieux. Donc, quand on parle en général de philanthropie, c'est très homogène. Oui, au courant des dernières années, on a beaucoup pensé à comment octroyer des subventions pour les communautés sous-représentées en quête d'équité, etc. Mais comment est-ce qu'on s'assure également de ne pas positionner tout le temps certaines communautés du côté de ceux qui doivent bénéficier de la philanthropie, mais pas de celles qui contribuent à la philanthropie? Et c'est ce que nous, on veut faire à la Fondation du Grand Montréal, c'est de mettre de l'avant la philanthropie au sein des communautés ethnoculturelles. Parce que, on l'a dit hier, M. Blais l'a dit, la philanthropie, c'est un rôle politique. Et comme en politique, il faut que toutes les voix comptent. Autrement, on ne fait que perpétuer les inégalités. Et en même temps, en ayant une représentation des communautés ethnoculturelles au sein des créateurs de fonds, mais le sentiment d'appartenance dont on parle, on va le voir de plus en plus présent également dans la communauté. Le deuxième aspect, donc on est vraiment sur du par la communauté. Le deuxième aspect, c'est l'administration des fonds philanthropiques. Donc, la Fondation du Grand Montréal gère près de 400 millions de dollars d'actifs sous gestion
Et cette année, elle a placé 5% de cet actif-là en investissement d'impact. Et on a l'objectif d'atteindre 10% à l'horizon 2026. L'idée est toute simple, c'est qu'on veut faire travailler le capital philanthropique pour la communauté également. Donc, au lieu de juste au-delà des subventions de 20 à 30 millions de dollars que nous versons chaque année, mais que le prêt de 400 millions qu'on a en actif puisse également servir la communauté, notamment en soutenant des initiatives, différents projets communautaires. Et on parle d'investissement d'impact, mais aussi d'investissement responsable, qui est tout autant important. Et l'idée pour nous, on a l'ambition de réduire de 45% l'empreinte carbone de notre portefeuille et d'atteindre la carboneutralité en 2050. Ça, c'est mon patron qui a dit, fait que très ambitieux, je vous dis. Et donc, on est vraiment sur du pour la communauté. Et enfin, je vais parler de soutenir le milieu à travers des subventions. Donc, M. Pina a parlé de philanthropie basée sur la confiance. C'est vraiment, dans les dernières années, la méthodologie que nous, on utilise pour verser nos subventions. Donc, on a recours au savoir de l'ensemble de l'écosystème communautaire ainsi que sur un mécanisme de décision par les pairs. En gros, c'est le milieu qui décide à qui vont aller les subventions. Donc, ça peut être dérangeant, on s'est lâché quand même du pouvoir, mais on laisse finalement le milieu décider de où le meilleur endroit pour que l'argent est le plus important. Et ça part aussi sur un changement de la manière, on n'a pas d'appel de projet traditionnel à la Fondation. On fait un appel à intérêt, puis après il y a des conversations avec notre superbe équipe d'engagement dans la communauté. Donc, on reprend en fait le fardeau administratif de la demande, puis c'est nous qui le prenons sur nos épaules. Et tout ceci, on est vraiment sur du par et pour la communauté. Et tout ceci est possible uniquement s'il y a une certaine confiance qui s'installe. Confiance parce qu'il faut bâtir la confiance avec la communauté ethnoculturelle pour qu'elle soit capable de se voir à travers la Fondation du Grand Montréal. Confiance des créateurs et créatrices de fonds, parce que si on dit oui, investissement d'impact, investissement responsable, mais ça reste que pour cela, ils ont besoin de rendement. Donc, s'assurer qu'on n'oublie pas également que oui, on investit de manière d'avoir de l'impact dans la communauté de manière responsable, mais on veut également garder cet impact-là. Et confiance, enfin, du milieu. Confiance envers le milieu qui sait finalement mieux que nous-mêmes comment est-ce que les montants disponibles vont être utilisés. Et c'est la docteure Liu qui disait que c'est important de se faire éduquer par le milieu, par les bénéficiaires, mais c'est exactement ce que nous essayons de faire. Donc, voilà quelques-unes des pratiques qu'on a à la Fondation. Je mets en quelques-unes, parce qu'on a plein, on bouillonne tout le temps les idées, au point où ça devient épuisant pour nous-mêmes. Donc, c'est vraiment quelques-unes des pratiques qu'on met en application à la Fondation du Grand Montréal pour répondre justement aux besoins changeants du milieu. Merci. Merci. Merci pour ces illustrations très concrètes de changement de pratique, bien apprécié. Alors, Béatrice Vaugran, à ton tour. Merci, enchantée d'être avec vous. Souvent, l'aspect international, c'est pas forcément non plus la cause la plus la top, en tout cas la prioritaire dans les dons, mais je pense que dans les collaborations, faire le lien entre le Québec et l'international, vous le voyez tous les jours comment ça nous affecte. On n'est pas une petite bulle, on n'est pas une petite planète, et on peut aussi nous Québécois contribuer aux solutions, comme recevoir aussi tout ce qui se fait. Oxfam, ça fait 50 ans, on fête nos 50 ans cette année, et on veut vraiment mettre l'accent sur quelque chose d'absolument innovant, l'approche féministe. Vraiment mettre le leadership transformateur des femmes au cœur de nos actions. Inégalité économique, climatique et de genre, c'est particulièrement par le leadership transformateur des femmes qu'on va arriver aux solutions. Si les femmes ne sont pas aux tables de discussion, et je parle de toutes les femmes, donc d'un féminisme clairement intersectionnel, si elles ne sont pas aux tables de solutions des grands enjeux qu'on vit aujourd'hui, on n'arrivera pas aux grands enjeux et aux grandes solutions qu'on a besoin de savoir. Donc, 3 méthodes d'action pour ces 3 champs d'action, l'humanitaire, le développement et les changements systémiques. Et c'est ce que j'ai appris dans les changements systémiques que je voudrais vous partager peut-être en 4 points et qui sont pas mal complémentaires aussi de ce qu'on a entendu. Tout d'abord, pour innover, faut du temps. Faut du temps pour innover. Les organismes communautaires sont complètement débordés et moi, les organisations de femmes avec lesquelles je travaille dans les 26 pays où Oxfam Québec on est, elles sont attaquées, elles œuvrent dans des espaces civiques qui sont de plus en plus restreints.
parler de droit à l'avortement, de santé sexuelle et reproductive, c'est pas forcément la chose la plus facile dans certains pays. Et ce sur quoi elles se font attaquer aussi particulièrement, c'est du harcèlement administratif. Elles n'ont pas les papiers de gouvernance en règle, le système financier qui est en règle, les méthodes de collecte de fonds qui permettraient pour elles de survivre. Ce qu'on veut dire par là, c'est aider à financer aussi les capacités des organisations, parce que c'est les solutions, c'est d'elles qu'elles viennent. On l'a dit souvent, c'est sur le terrain, l'expression, mais bref, sur le terrain que les idées viennent, mais comment les idées peuvent-elles venir quand elles sont submergées de bureaucratie et de manque de capacité. Donc il faut aussi financer et mutualiser tous nos services de gouvernance, d'état financier, de capacité de collecte de fonds. J'étais au Honduras et une personne me disait, grâce à ton soutien sur la collecte de fonds, j'ai pu vraiment booster ma collecte de fonds et avoir une super subvention d'un donateur américain que j'aurais pas eu si on m'avait donné des ailes pour aussi booster mes capacités. Et elle peut donner plus de temps à ses idées parce qu'elle avait des idées assez magistrales. Donc, finançons les capacités et finançons aussi le fait que, comme indicateur de succès, que les organisations survivent. Juste ça, c'est déjà bien. Celles qui ont vraiment des idées les plus radicales, les plus good troublemakers, comme je les appelle. Il faut aussi des conditions pour innover. On l'a souvent dit, mais la représentation, la transparence, la redevabilité. Chez Oxfam, on a adopté les principes féministes. Et c'est rock and roll tous les jours. Là, je me fais pousser par du staff. On a à chaque fois à repenser la façon dont on partage le pouvoir. Et clairement, même au sein d'Oxfam, comment on évolue comme grosse ONG internationale pour dire le Sud, Global Sud, là, il a vraiment du pouvoir chez nous. Où est le budget? Où sont les sous? Où vont-ils? Toutes ces questions-là aussi de financement, c'est important de savoir qui a le budget et qui décide. Et se remettre continuellement en cause sur les structures de gouvernance, qui siège à votre CA, qui est à votre CA, comment les jeunes, j'ai rencontré le groupe de l'Université Laval, ils font un travail super avec les moyens qu'ils ont. Et l'Université Laval, il faut vraiment les aider, hein, vraiment. Mais en entre-temps, comment moi aussi je peux recevoir ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils ont comme idée, comment je les reçois dans ma propre organisation pour qu'ils me bousculent. Est-ce que j'ai de l'espace pour eux? Ça aussi, c'est vraiment important. Retrouver le sentiment d'appartenance et la collaboration, c'est mon troisième point aussi, sur le fait de travailler ces changements-là avec les Québécois. Comment je peux être plus pertinente au Québec? Comment on peut vraiment parler avec les Québécois? On a 18 000 donateurs chez Oxfam Québec et on veut leur offrir aussi, avec des innovations technologiques de communication, mais un parcours où ils se sentent bien, ils sentent qu'ils contribuent, puis ils sentent qu'ils sont entendus, et où je pourrais aussi avoir le courage un jour de se rendre compte en disant voici ce qui a bien marché, mais voici ce qui n'a pas marché, puis voici ce qu'on a appris. Donc aussi rendre des comptes sur ce qui va bien et ce qui va pas bien. On collabore énormément, la coalition humanitaire existe, 12 organisations humanitaires qui sont ensemble pour faire des appels aux dons quand il y a des crises, comme Gaza par exemple en ce moment, et vous avez été généreux. Le dernier point, c'est sur les changements systémiques. Il faut absolument enfoncer le clou des changements systémiques et prendre le temps de se questionner sur comment nos organisations, elles contribuent aux polycrises actuelles, que ce soit climat, économie, taxation, encore aujourd'hui, des entreprises qui nous empêchent, nous, d'avoir des budgets à l'international aussi, et aussi au national. On pourrait financer du service public, on pourrait financer la transition écologique si on voyait aussi nos taxations. Financer les réflexions, financer la recherche et financer la solidarité internationale. Vous vous souvenez, post-Covid, on va être super, ça va être un monde meilleur. La solidarité internationale durant la Covid, 0. On a laissé les autres pays se débrouiller avec les vaccins. Il faut changer notre solidarité et le nous contre eux doit aussi changer. On peut participer à ça. Je voudrais finir par un petit mot de Mahmoud Darwish, qui est un magnifique poète arabe et qui disait « Nous souffrons d'une incurable maladie, l'espoir. Alors soyons dans le business de l'espoir et des solutions, mais en changeant nos façons de faire. » Merci. Très inspirant tout ça. Prenez vos téléphones
dit intelligent. Je n'osais même pas le dire. On va vous poser une question. Vous allez pouvoir répondre par un chiffre. La question devrait apparaître à l'écran. Alors, vous allez penser à vos organisations et vous allez dire sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous la culture de l'innovation au sein de votre organisation? 1 étant aucun soutien à l'innovation, 10 étant très fort soutien à l'innovation. C'est intéressant. Soyez honnête. OK. Alors, c'est une courbe plutôt favorable, on va le dire comme ça. Il y en a qui partent de plus loin, il y en a qui sont rendus très loin, mais 8 sur 10 sur les échelles de satisfaction en général, ça va bien. Donc, on est devant un auditoire réceptif à l'innovation. On va poursuivre l'échange. Puis j'ai organisé mes questions autour de 4 thèmes. Qu'est-ce qui favorise la transformation dans les pratiques? Mais je vais demander au panel, puis on va vous donner un peu de temps tantôt, de concrétiser avec beaucoup d'exemples. Parce que je me mets à la place je suis un des membres de votre auditoire, et je me dis, les principes que vous avez énoncés sont extraordinaires. Je commence par quoi? Je fais quoi dans mon organisation ou dans mon écosystème, entre guillemets, avec mes partenaires? Comment ça se traduit très concrètement par des gestes, justement, et des pratiques? Alors, tout ce qui va favoriser. Je vais aborder aussi des questions sur la façon de nuancer l'innovation, parce qu'on encense l'innovation et la transformation, mais est-ce que des fois, il y a des choses qu'il faut maintenir? Puis, voilà. Et comment on peut accélérer la mise à l'échelle des innovations. Puis on va terminer, comme on l'a fait pour les autres panels, sur comment on se projette dans 5-10 ans, qu'est-ce qui va avoir changé. Alors, je vais faire intervenir le panel sur les conditions de succès dans les organisations et les écosystèmes. Très concrètement, si vous aviez des recommandations à faire aux gens dans la salle par rapport à leur propre organisation et par rapport à leur relation avec un écosystème qui peut éventuellement agir sur le systémique. Vous avez beaucoup parlé de la participation des premiers intéressés. Très concrètement, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait que justement les premiers intéressés sont dans le coup et ont du pouvoir? Des exemples très concrets ou des recommandations très concrètes sur la façon de favoriser la médiation, par exemple, que vous parlez. Alors, j'ai soif d'exemples concrets qui représentent des moyens pour les gens qui vont quitter cet après-midi, puis qui reviennent dans leur organisation. Savez-vous, chers collègues, on devrait adopter telle pratique maintenant. Claude, veux-tu commencer? Oui. T'as-tu dit réenchanter tantôt? C'était vraiment beau. Honnêtement, je l'ai écrit. Là. Tu vas te lire dans la presse, je pense. Nous, à Centraide, on est comme un peu maniaque de la reddition de comptes. Okay? Et c'était la base même de notre modèle philanthropique, parce que on a 80, en tout cas à Montréal, puis c'est la même chose pour Isabelle, là. Martin ici. Nous, on a 100 000 donateurs qui nous font confiance, qu'on investit dans des organismes performants, qui ont de l'impact. Vérifier sur le terrain. La difficulté, c'est qu'on a des organismes qu'on soutient depuis 30 ans, auxquels on fait passer un processus de reddition de comptes hyper rigide à chaque année. Sérieusement, là. Qu'est-ce que ça n'a juste pas de bon sens. T'sais. Fait qu'on est en train de réviser ça actuellement. Et cette révision-là vient du fait qu'on l'entend beaucoup dans les. Moi, je me promène, naturellement, les conseillers, tout ça, sont sur le terrain tout le temps. Puis on l'entend, mais on ne prenait pas acte de ça. Parce qu'on se disait, on est pris par véritablement ce modèle philanthropique qui dit que quand tu investis sur Centraide, ton argent est bien dépensé, puis tout ça. Mais il y a très certainement d'autres façons de faire. Fait qu'on est en réflexion profonde actuellement à se dire comment on va alléger cette affaire-là. Et ça, vous allez voir où je fais le lien, c'est que ça demande de l'agilité comme organisation. Et quand tu parles d'agilité comme organisation, tu es rendu que tu parles de la culture d'entreprise, d'organisation. Puis quand tu parles de culture d'organisation,
c'est tough. Tu sais, c'est plus long, c'est plus difficile. Donc, ce mindset d'innovation-là, moi, je le martèle depuis que je suis arrivé, ça fait 2 ans. On le voit, on le sent venir. Donc, les gens sont intéressés. Mais là, on fait contribuer les employés à l'interne à la solution, mais c'est pas assez. Donc là, il faut aller maintenant vers les gens de qui on assomme de notre tradition de compte, je veux dire comme ça, pour leur dire, écoute, c'est quoi qui fonctionnerait? Et comme organisation, on va pouvoir accepter un constat qui vient de l'externe, qui ne sera pas super le fun à lire, mais qui va nous permettre d'être meilleurs comme organisation. Puis je me permets de rebondir. Comment concilies-tu l'allègement de la reddition de comptes avec les messages qu'on a entendus hier, qu'il faut quand même être capable de documenter, d'observer, d'apprendre de certains résultats? C'est différent. Tu sais, tu peux demander une reddition de compte à un organisme de t'écrire pendant 8 pages qu'il a appris cette année, au lieu de lui demander de te servir combien de personnes, combien de repas mercredi Centré passé. sur l'apprentissage. Alors, fait que tu peux définitivement dire, écris-moi donc ton année, tu sais. Mm-hmm. Puis écris-moi ça sur le coin de la table, puis let's go, puis t'as pas besoin puis peut-être que tu peux juste abandonner le formulaire. Mm-hmm. Tu sais, un formulaire hyper rigide. Donc, je pense que tu peux aller dans le storytelling qui est plus soft, tu l'accotes avec des données. Mais tu sais, les données, là, StatCan, Institut de statistique du Québec, on en génère beaucoup, nous, chez Centraide, mais il en existe énormément aussi. Mm-hmm. Fait que je pense qu'on peut s'entendre sur qu'est-ce qu'on utilise, puis qu'on arrive à faire les choses différemment pour alléger un peu le fardeau pour les organismes communautaires. Ils sont morts, les organismes communautaires. Ils sont fatigués, ils n'ont pas de ça à la tête. Fait que donc, pas de temps, comme disait Béatrice. La musique à mes oreilles. Absolument. Non, mais tant mieux. Mais là, vous êtes avec Isabelle. Fait qu'Isabelle, elle écoute. Oui, elle est juste... oui, elle est là. que Oui, ça fait quelques années que j'en parle de cette lourdeur-là aussi. Puis on rentre pas dans le carcan non plus. Nous, on n'offre pas d'aide directement. On travaille avec 130 organismes qui, eux, sont au front quotidiennement. Donc, il y a des petites cases, des fois, qu'il faut élargir ou qu'il faut tasser carrément. Là. Par rapport à votre question, oui, excuse. On demande à des humains d'entrer dans des cases, OK? Alors qu'actuellement, prenez un parcours migratoire, OK? Avant, les gens arrivaient ici. Maintenant, les gens arrivent ici, ils ont vécu des traumas, leur mère a été assassinée ou violée au Mexique, whatever, OK? Dans la traversée pour le monde meilleur. Donc, on ne peut pas faire rentrer aucune des expériences qu'on vit actuellement à cause de la complexité dans des cases, mais on continue de demander de remplir des cases. Alors, il faut véritablement se poser la question. Oui, et l'être humain ne peut pas entrer dans une case, c'est clair. Par rapport à la question, dans le fond, je vais être très, très novatrice. On ne l'a pas entendu hier, mais l'importance de la collaboration au quotidien. Il faut, nous, en tout cas, une de nos forces, c'est le réseau. On travaille avec le milieu agroalimentaire, des affaires, avec les groupes qui travaillent terrain. On est dans les organisations bien souvent. Et il faut être comme à l'écoute, il faut rester ouvert. Et je pense qu'une des clés du succès d'une organisation, c'est la capacité de mobiliser sa propre équipe et d'avoir l'ouverture de remettre en question. Ça fait longtemps que je suis à Moisson Québec, mais à chaque fois que j'engage, ça fait plus de 30 ans, à chaque fois que j'engage quelqu'un, je me dis, je m'attends à ce que tu me bouscules, que tu me confrontes sur ce qu'on fait. Donc, en ayant une équipe mobilisée, une équipe qui a la souplesse de remettre en question, d'entendre les besoins, on est plus agile à réagir. Ouais. Parce que des défis, il y en a au quotidien, là. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Claude, Béatrice. Je vais vraiment financer les apprentissages ensemble. Je reviens, on avait organisé au Ghana une semaine d'apprentissage sur tous nos projets sur les droits sexuels et reproductifs. Encore une fois, c'est pas les sujets les plus faciles à vivre. 7 pays, République démocratique du Congo. Il y avait des gens qui venaient de Gaza et de Cisjordanie aussi à l'époque, il y a juste 3 mois, des gens qui venaient du Honduras, etc. Et ces semaines d'apprentissage-là, elles sont tellement précieuses. Et donc, quand on mesure l'impact, c'est pas juste à la fin, c'est aussi le chemin. Quand on a de l'impact, quand on met 7 groupes de femmes qui viennent de 7 pays différents ensemble, et tout d'un coup, elles se partagent leurs trucs, elles se partagent leurs obstacles, etc. Et ces partages-là, ça fait vraiment partie de l'impact, mais souvent, on n'a pas le temps. Donc, comment
comment on fait pour que pendant qu'elles sont là, il y a quelqu'un qui finance derrière les urgences parce qu'il est arrivé quelque chose au Honduras. Et en plus, ces apprentissages-là, moi, ils m'aident au Québec. On commence aussi un projet avec les jeunes sur les droits sexuels et reproductifs. L'adolescente au Honduras qui sait pas comment parler, mais qui veut pas parler à ses parents, mais qui cherche un moyen à travers l'école, on a un super projet au Honduras. Ça, c'est exactement ce qu'on peut faire au Québec, adapté au Québec. Donc, ces semaines-là sont précieuses à financer aussi et à documenter. Très bien. Il y a avec Claude et Patrick. Oui, en fait, je voulais faire du pouce. Vous parliez tout à l'heure d'un écosystème qui est complexe, dans lequel vous œuvrez avec beaucoup de joueurs. L'université, c'est un peu la même chose. L'université, ce sont des petits villages là, avec les facultés puis des expertises qui sont diverses. Mais si on parle de pratiques innovantes, la réflexion même de dire, est-ce qu'on peut arriver avec une vision commune, malgré toutes les différences qui existent et qui font, dans le fond, le puzzle dont on a besoin. Est-ce qu'on est capable d'arriver avec un argumentaire ou une vision qui nous positionne? Et en tout cas, dans l'institution dans laquelle je suis, c'est un des défis qu'on avait, un énorme défi. Les réflexions qui avaient eu lieu dans les dernières années, c'était vraiment, pour être franche, davantage un ramassis d'un paquet de projets qui existaient partout, puis d'expertise qui était excellente partout. Mais jamais il y avait un fil conducteur qui permettait vraiment de dire, si on travaille ensemble avec tel acteur, pour telle manière, on va vraiment induire un changement. Et je pense que les universités ont un rôle à jouer là-dedans. Elles sont à la fois spectatrices et acteurs, et elles ont vraiment ce rôle de leadership à obtenir. Et dans les pratiques innovantes qui ont eu lieu dans les dernières années à l'université, on voit vraiment un changement de paradigme à cet effet-là. Très intéressant. Puis hier, on a parlé de relation avec la recherche et le milieu philanthropique. Et intéressant. Patrick? Je pense que si on parle d'innovation au sens large, il y a 3 sphères de pratiques concrètes qu'on peut mettre en place. Il y en a une à l'échelle organisationnelle, il y en a une à l'échelle du secteur, puis il y en a une, en fait, à l'échelle de l'écosystème. Fait que si je regarde au niveau organisationnel, par exemple, la question du leadership clair qui légitimise l'innovation au sein d'une organisation, c'est la base. L'ouverture de la gouvernance sur la communauté. Travailler avec des critiques qu'on amène. Donc, Claude parle de quoi? De return on collision, c'est ça? Et puis, ça, je pense que c'est une pratique essentielle si on veut aller dans le monde de l'innovation. Et puis, avec des critiques sur des conseils rotatifs. Okay, donc, essayer d'avoir une diversité de voix autour de ça qui change aussi en fonction des années. Je dirais, par rapport à ça aussi, si je regarde le niveau du secteur plus à l'échelle du secteur philanthropique, on pourrait mettre en place des programmes d'échange de compétences entre fondations qui permettraient de partager les apprentissages, des résidences croisées entre fondations, par exemple. Ouais. Et puis, donc, de soutenir des collaborations atypiques entre des fondations, leurs partenaires terrain, et une autre fondation qui ne connaît pas le partenaire terrain ou qui n'a jamais travaillé avec le partenaire terrain. Là, on commence à polliniser en 3 dimensions. Là, ça commence à être intéressant. Puis peut-être ce que je dirais à l'échelle de l'écosystème, c'est que je pense que si on veut soutenir l'innovation, il faut absolument qu'on trouve un moyen, si c'est pas par le financement à la mission directement, parce qu'il y en a de moins en moins, c'est du financement au projet, mais où les ratios qui sont consacrés aux fonctions de soutien dans les organisations sont plus élevés et surtout le financement à la R&D sociale. Vous savez, la R&D là, dans le secteur technologique, là, tout le monde en fait. Dans le secteur social, on commence à en parler. Il n'y a pas d'incitatif à le faire présentement. On a besoin de développer des incitatifs derrière ça parce que la prise de risque, là, elle est nécessaire à l'innovation. Très bien. Linda? Oui, je vais peut-être terminer sur la prise de risque parce que si on veut bâtir sur cette question de prise de risque. Parce que c'est sûr que si on veut avoir comme une liste de tâches à faire, que quand on sort d'ici, on va aller innover dans nos organisations, je crois que c'est, à mon avis, c'est la recette parfaite pour le désastre. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui marche pour une organisation ne marche pas forcément pour la nôtre. Et je crois que c'est Mme Godet qui l'a dit tantôt, ou c'était Mme Bertrand, c'est on doit innover, mais en même temps, les opérations doivent continuer à exister. Donc, c'est comme pour faire les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on va laisser au détriment de l'autre? Et c'est là où on prend le risque, en fait, que les opérations ne soient pas aussi performantes, qu'on ne fasse pas les autres affaires continuer à rouler, mais peut-être pas aussi efficacement qu'on le pensait. Puis, il y a toute une question de transformation organisationnelle. Je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. La plupart des questions d'innovation et autres, c'est des choses dont on parle déjà, dont les employés parlent déjà, dont les bénéficiaires parlent déjà, mais c'est juste qu'on ne peut pas s'arrêter
pour comme voir comment on règle la situation. On court, comme le hamster continue de courir. Donc, comment on s'assure de s'arrêter autant qu'on peut? Je veux dire, on s'entend que quand il y a des personnes qui cognent à notre porte pour avoir, dans le cas des banques alimentaires, on va pas s'arrêter parce qu'on est en train de revoir le système. Mais comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir faire une pause, entre guillemets, ou bien libérer du temps, ce qui est compliqué? J'essaye de trouver des semaines à 30 heures, des journées à 30 heures depuis tantôt. Si quelqu'un a le secret, j'aimerais bien ça. Mais c'est comme, comment est-ce qu'on réalise concrètement? Premièrement, voir c'est où il y a le problème. Et ça, on écoute à l'intérieur de l'organisation. Deuxièmement, être réaliste on a parlé des quick wins hier. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement? Mais ça encore, c'est à l'interne qu'on va pouvoir le définir en écoutant le milieu et en écoutant nos bénéficiaires. Et c'est à partir de là qu'on va être capable, une fois qu'on a fait ces petits changements, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand, de plus systémique, et puis aller. Parce que si on veut partir de là, c'est comme l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, tout le monde va en avoir, mais c'est pas la solution à tout. Ouais. Donc, je pense, c'est écouter nos milieux, écouter nos employés et prendre par petites bouchées. Très bien. Claude, tu voulais intervenir? Oui, en fait, j'ai une question pour Patrick. Tantôt, dans ton 5 minutes, tu as parlé de comment que dans même les formulaires à la MIS, là, où les gens, mettons, mettaient leur candidature pour... Tu brisais les silos juste là. On mettait par un exemple concret. Oui, c'est qu'on mettait... J'ai un exemple, par exemple, d'un projet qui s'appelle... Young Road City, qui est un projet en fait qui vise la mobilisation, la participation des jeunes en situation d'exclusion à Montréal notamment, mais à travers donc de l'éducation à la phytorémédiation, je vais te dire correctement. Donc, en fait, c'est la mise en place de plantes dans des friches urbaines qui ont le potentiel de décontaminer des sols. Okay? Et à travers ça, à travers ce processus-là, la vision, en fait, du projet, de l'impact à long terme, c'est de créer dans ces friches-là des espaces où les communautés peuvent s'engager dans de l'agriculture urbaine après un certain temps, quand le sol est décontaminé. Donc, tu vois, on est présentement là, sur l'interface innovation environnementale, innovation sociale. On est déjà en train de commencer à réfléchir nos thématiques d'impact en tenant compte de l'enchevêtrement entre ces deux dimensions-là. Donc, pour répondre à ta question, l'idée, pour nous, c'était de favoriser ces projets-là qui avaient une perspective, une vision qui tentait de coupler l'impact dans ces différentes sphères-là. À la base même, là, je veux dire. Oui, à la base même, avant même d'avoir des propositions. Okay. Prochaine question. Puis hier, il y a eu, venant de la salle, des questions qui ont été partagées. On ne peut pas passer à côté du recours aux nouvelles technologies. Comment appréhender tout le monde des technologies dans le cadre de nos pratiques? L'ensemble de nos pratiques, là, je ne vais pas déballer, mais qu'elles soient organisationnelles, professionnelles, bénévoles, changement systémique. Donc, est-ce qu'il y a un apport des technologies qu'on devrait mieux intégrer dans le milieu philanthropique? Écoute, 110 %. Nous, on a créé une équipe data Centraide qui existe depuis 1 an. Et l'objectif, c'est d'être prédictif d'ici 2026. Donc, prédictif au niveau des tendances philanthropiques, mais également au niveau des tendances dans les quartiers. Donc, voir ce qui se passe, comment que les récits bougent, comment que le fondamental statistique bouge, puis comment on peut prévoir éventuellement où seront les prochaines les grandes poches de vulnérabilité dans le Grand Montréal. Fait que la réponse à ta question, c'est oui. Données, technologie, absolument. On est un milieu assez archaïque. Il y a des organismes qui n'ont même pas d'ordinateur. Hein? Donc, mais on est quand même à la même place. Et on développe un programme actuellement pour avoir l'information au quotidien de l'ensemble des groupes qui font de l'aide alimentaire. Donc, avoir le portrait, mais dans le but de mieux planifier nos interventions par la suite. Alors, il y a tout un accompagnement avec chacun des groupes, chacun des bénévoles à l'intérieur du groupe. C'est énorme comme travail, c'est un défi, mais je dirais que on avait commencé à en parler il y a 5 ans et on avait une réaction assez vive
plutôt tendance négative. Et aujourd'hui, les groupes nous disent, yes, enfin, on va pouvoir avoir des éléments, des informations qui vont nous permettre de mieux... donc, mais le défi est là. Il y avait une bascule culturelle à faire autour de ces puis on a beaucoup de bénévolat dans le milieu de la sécurité alimentaire et de tout âge. Et il y en a qui n'ont jamais travaillé. Donc, il y a tout un apprentissage qui est là, mais on croit que ça va nous aider à améliorer nos interventions. Parce que oui, Moisson Québec, entre autres, on récupère et on redistribue des denrées, mais on développe plein de formations pour mieux outiller les gens qui font l'aide alimentaire dans le réseau. Donc, ça va aussi bonifier cet élément-là. Très bien. Béatrice? 2 points sur les technos. Un, sur comment rejoindre le monde. Donc oui, les transitions numériques. Et puis on est souvent en retard parce qu'on n'a pas de financement, entre autres, pour pouvoir, encore une fois, d'une manière interne, se donner des beaux outils. Mais clairement, pour rejoindre des jeunes, pour rejoindre d'autres formes d'engagement et de dons, il faut investir sur les transitions numériques et les outils de médias sociaux ou autres. D'un autre côté, l'autre point, c'est sur les intelligences artificielles. C'est absolument merveilleux de ce que ça peut apporter comme bénéfice et on sous-estime l'utilisation des données pour faire nos métiers. Et l'autre pendant, peut-être plus nerveux pour moi, c'est comment ça se fait que la société civile ne participe pas plus aux consultations sur le développement de l'intelligence artificielle. Là, en ce moment, c'était un peu dans mon ancienne vie quand j'étais chez Amnesty International, mais ça m'intéressait beaucoup, l'impact sur la vie privée, l'impact sur, bien sûr, les dommages aux populations les plus vulnérables qui, en général, ne font pas partie des ingénieurs qui conçoivent les algorithmes, etc. Il faut absolument qu'on participe aux discussions et aux décisions sur l'intelligence artificielle, qu'on participe aux législations, et pour le moment, ça se décide entre eux, avec des principes éthiques et beaucoup de discussions sur l'éthique qui sont absolument nécessaires, mais pas suffisants quand il y a un cadre international de droits humains qui existe déjà et auquel on peut se référer. Ça nous importe quand on travaille sur les personnes réfugiées ou les demandeurs d'asile et que finalement ça va être un système d'IA qui va gérer les visas ou les demandes d'asile, etc. Nous, la société civile, on doit pouvoir agir et surtout les demandeurs d'asile et autres doivent pouvoir aussi intervenir. Donc, il faut qu'on passe partie des discussions et encore une fois, j'ai pas le temps. Moi, j'aimerais ça être consulté, mais qui a le temps d'être consulté? C'est là que les universités arrivent. Tant mieux, mais parce que, mais il faut aussi que les personnes, les premières concernées puissent participer. Et entre autres, moi, je travaille sur des projets avec les femmes où on dit autonomie économique des femmes. Il faut qu'il y ait 2 choses pour qu'elles participent aux tables de décision, autonomie économique et autonomie corporelle. C'est déjà pas mal les 2 choses. On a travaillé sur un projet autonomie économique au Burkina Faso. Et bref, ce qu'on a travaillé parallèlement, qui a énormément aidé, c'est sur les heures invisibles de travail. Parce que non seulement on n'allait pas leur dire, ben oui, vous avez envie d'avoir un salaire à la maison, super, ça va aider la maison, toi-même, tes enfants, ils vont pouvoir aller à l'école et bien manger. By the way, il faut que j'ajoute ça à toutes les tâches de soins des parents, des enfants, d'aller chercher le bois qui est plus loin parce que changement climatique, etc. On a travaillé avec la famille, on a travaillé avec les maris, on a travaillé avec les chefs religieux, etc. Elles ont gagné 2h30 par jour. C'est qui voudrait gagner 2h30 de travail invisible, non payé par jour? On aimerait ça. Et quand on fait des projets, il faut toujours avoir cette perspective, mais finalement, comment on facilite le temps de consultation? Et surtout une perspective femme et femmes, toutes les femmes. Ouais. En fait, Claude, tu voulais peut-être je me permets de réagir là-dessus. C'est vraiment intéressant parce que je pense que oui, c'est des discussions qui doivent avoir lieu dans la société civile, mais c'est là qu'il y a un leadership qui doit émerger de certaines organisations au sein de la société civile. Je reviens avec les universités, mais pas uniquement les universités. Mais quand on permet, par de l'innovation, de réfléchir, par exemple, à l'intelligence artificielle éthique et à se poser vraiment des questions sur l'IA responsable, l'impact de l'intelligence artificielle sur la planète, et en permettant à des gens de réfléchir et de prendre le temps de réfléchir et de prendre position pour conditionner une certaine ou amener une certaine réflexion au sein de la société civile, je pense qu'on en sort plus gagnant plutôt que tout le monde réfléchisse en silo ou
quand on a le temps ou quand il y a pas trop d'activités à l'extérieur. Donc vraiment, moi je pense qu'il y a des acteurs sur des thématiques comme celle-là qui vraiment concernent tout le monde, qui auraient avantage à être reconnus comme étant émanant de certaines organisations de la société civile, dont les universités. Merci Marilyn. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur des gens de la salle? Il se passe beaucoup de choses intéressantes. Je pense que l'apport des technologies, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui revient. Plusieurs questions là, qui ont été abordées lors des dernières interventions de nos panélistes. On a parlé de philanthropie basée sur les données. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante en disant que c'est une capacité qui peut être difficile à développer dans les plus petites organisations, les plus petits organismes. Comment est-ce qu'on peut rendre cette philanthropie basée sur les données accessible? Oui, je peux parler parce que là, je porte ce chapeau d'université, mais j'ai travaillé dans des organisations de petite taille. J'ai travaillé, entre autres, à la Fondation Lise Wattier, qui est une extraordinaire fondation, avec un programme d'intervention vraiment très, très intéressant, mais une toute petite structure. Le temps va vite quand on est dans une plus petite structure. Il y a beaucoup d'avantages, entre autres cette agilité à prendre des décisions. Mais il faut, à un moment donné, qu'il y ait un coup de barre qui soit donné, un CRM dont on se dote au sein d'une petite organisation pour suivre les avancées, ne serait-ce qu'au niveau philanthropique, les gens à qui on parle. Comment faire vraiment s'assurer qu'on utilise, puis je veux pas utiliser le terme utiliser, mais qu'on bénéficie des conseils des gens qui sont autour de nous et comment on fait pour amener les gens. Ça passe par un système très simple de CRM, et il y en a, c'est pas. Et je pense que c'est un premier pas à poser, mais ça prend. C'est un peu un changement de culture, c'est un changement de paradigme dans plusieurs petites organisations, j'en conviens. Tant financement, accompagnement. Ouais. Et là, il peut y avoir une belle collaboration des universités, mais accompagnement essentiel. Puis, il y a également un programme qui existe qui s'appelle DATAID, qui est financé par le gouvernement du Québec, qui est administré par les Centrailles, donc DATAID. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions sur le recours aux données? Est-ce que... Oui, Linda. J'ai peut-être les données, parce que quand on parle de la technologie et autres, ça part toujours déjà comment on utilise les données, comment on recueille puis on protège les données comme à l'instant T. Je crois que souvent c'est ça. On pense que la technologie va venir faire des miracles, que d'avoir un merveilleux CRM, ça va nous permettre de tout savoir. Mais si on n'utilise pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc si on n'est pas capable de fournir de la donnée qui est vérifier, entre guillemets, de la bonne donnée, ben, l'outil ne servira pas à grand-chose. Notre consultante en données dit tout le temps « garbage in, garbage out ». Donc, si on ne nourrit pas le système correctement, mais le jour où on veut sortir, ne serait-ce que la liste de distribution des organismes qui travaillent en équité sociale sur le Grand Montréal, ben, on a la moitié qui est pas là parce qu'on n'a pas utilisé le système à bon escient. Donc oui, un CRM, c'est bien, mais surtout d'en avoir un qu'on va utiliser au quotidien. On est dans cette réflexion d'ailleurs de comment on fait évoluer notre CRM. Et souvent aussi, ce qu'on n'anticipe pas, c'est quand on fait la planification stratégique, de voir où on souhaite que l'organisation soit dans 5-10 ans et comment est-ce que on veut que le CRM évolue avec nous. Parce qu'un changement de CRM, c'est pas simple. Donc, c'est une grosse culture organisationnelle. Donc oui, CRM, mais donner également quelles sont les données, comment on le nourrit et on s'assure de l'utiliser. Mais en même temps, c'est drôle, dans un auditoire philanthropique, si tu veux faire en sorte que le monde tombe en sueur en 2 secondes, tu prononces les 2 mots « loi 25 ». Oui, c'est ça. Et là, il y a un instantané, là, tout le monde le fait. Bon. Et donc, la loi 25, il y a des changements législatifs auxquels on n'aura pas le choix, mais encore là, il faut être conscient que le secteur communautaire n'a pas nécessairement les capacités pour s'adapter à la vitesse que le gouvernement demande, mais je veux dire, c'est critique. Alors, là, je vais vous donner l'occasion, à votre table, on va vous donner 5 minutes, puis vous pouvez parler de tout ce qui vous tente en innovation, mais une des façons de poser la question, c'est il y en a plusieurs qui sont venus seuls, 2, 3, même 8 de la même organisation, et vous retournez demain, ou la semaine prochaine, vous avez une réunion d'un conseil d'administration, d'un comité de direction, et vous allez dire, je suis allé au sommet Malais. On a parlé d'innovation et je pense que notre organisation devrait compléter la phrase. OK? Et dans le sens de l'innovation et de la transformation des pratiques. Alors, je vous donne 5 minutes. Je vais vous demander ensuite d'envoyer ça
sur Slido vos réponses ou la suite de la phrase. Oui. Puis on va reprendre la discussion. Alors, partagez, s'il vous plaît, sur Slido les principales réflexions. Merci. Et je vais vous redemander votre attention. Et avant je vais laisser Marilyn compiler rapidement ce qui arrive. Ceci étant, je vais redemander au panel de nous donner quelques exemples très, très concrets en vue de la participation des premiers intéressés dans les choses qui les concernent, dans vos organisations, dans le changement systémique, très, très concrètement, soit des exemples ou des recommandations. Patrick? Tout à l'heure, on parlait des conseils rotatifs. Il y a la question de l'ouverture de la gouvernance sur les conseils d'administration qui est importante, mais aussi, je mentionnerais ce que fait Nesta, en fait, en Grande-Bretagne et la Fondation Schwab, en fait, qui ont parti littéralement des laboratoires d'innovation philanthropique dans lesquels les premiers concernés étaient littéralement partie prenante, mais pas à titre d'usager nécessairement uniquement, là, où, donc, comme on peut le voir dans certains laboratoires d'innovation, mais littéralement à titre de partenaire à part égale et où les pratiques philanthropiques se sont co-construites avec les premières et les premiers concernés. Ça, c'est peut-être intéressant. Très bien. Hélène? Je dirais que il faut être à l'écoute de ce qui marche puis ce qui marche pas. En termes de gouvernance, ça peut paraître très bien de dire on implique sur notre conseil d'administration dans des comités décisionnels, mais ça marche pas toujours. Puis pour nous, je rappelle, notre clientèle, ce sont les organismes qui travaillent dans le milieu de la pauvreté en sécurité alimentaire. Alors, on avait réservé des sièges sur notre CA en se disant, on va avoir des représentants du milieu, ça va être super. Sauf qu'on avait de la difficulté à trouver preneurs parce qu'ils sont déjà débordés dans leur propre organisation. Parler du financement de la banque alimentaire, il n'était pas nécessairement là. Il y avait des enjeux et on n'avait pas la qualité d'implication qu'on espérait et qu'on trouvait essentielle pour développer nos opérations. Donc, on a délaissé ça. Il n'y a plus de poste réservé au conseil d'administration, mais on convie les organismes à des focus groups régulièrement pour parler de ce qu'ils vivent, de leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient que nous, on mette de l'avant, on développe pour mieux répondre à leurs besoins. Donc, il y a comme pas de formule magique. Je pense qu'il faut utiliser notre 6e, 7e et 8e sens pour aller chercher vraiment ce qu'on veut comme information. Merci. Comme implication. Intéressant. En fait, je vais faire du pouce sur ce que vous dites. Effectivement, tant mieux si on est capable d'avoir des gens sur des cabinets de campagne qui prennent des rôles prépondérants pour 1 an, 2 ans, 3 ans, sur des conseils d'administration, mais c'est vrai qu'à différentes échelles, ça fait peur. Les gens n'ont pas nécessairement le temps, l'envie, puis se demandent, oui, ils vont apporter une expertise ou on va les approcher pour une certaine expertise, mais ces consultations dont vous parlez, nous aussi, l'exercice a été fait à l'interne. Allez chercher des conseils. Ramassez des gens autour de vous sur des questions où vous savez que vous n'avez pas les réponses. Et ça, avoir l'humilité de ne pas connaître les réponses et de dire, que ce soit des usagers, des bénéficiaires, des gens qui ont quelque chose à amener à la table. Puis des fois, on retrouve les meilleures idées auprès de gens auxquels on n'aurait pas pensé au départ. Donc, se donner cette latitude-là, se donner cette flexibilité-là, mais il faut aussi avoir la flexibilité ou l'humilité de l'accepter. On n'entendra pas ce qu'on veut entendre tout le temps. Puis là, on a une rétribution. Il faut revenir avec les gens une fois que les décisions sont prises. Donc, mais ce système-là, chez nous, mais dans toutes les organisations où j'ai travaillé, où on a mis en place ce système-là, c'était vraiment gagnant. Très bien. Oui, puis au-delà des instances, nous, on a l'engagement d'être représentatif de la diversité du Grand Montréal. Mais tu sais, la diversité, c'est un fait. C'est un chiffre. L'inclusion, c'est un choix. Fait que oui, on est accompagné de groupes bénévoles au conseil d'administration, au comité d'investissement qui font les investissements dans les quartiers. Mais naturellement, Centraide est présent sur toutes les tables de quartier. Donc déjà là, on est en contact direct avec les gens. Mais j'ajouterais qu'on a aussi un comité de vigie qui est un safe space qu'on a créé avec les organismes
près de nous, des organismes qui ne sont pas toujours les fans numéro 1 de Centraide, et où on va puis on teste des idées. Alors donc, pour véritablement comprendre, puis il y a des regroupements qui sont plus provinciaux, puis des regroupements qui sont plus montréalais, donc ça nous permet vraiment, véritablement d'entendre ce qu'ils pensent d'une initiative à laquelle on réfléchit. Donc, on n'arrive jamais avec des idées toutes faites. Et juste pour vous donner un exemple, on vient de terminer une consultation de ce groupe-là sur notre planification stratégique. Donc, on les a amenés, on leur a dit, voici à quoi on réfléchit, vous pensez quoi de ça? Et dans le but d'intégrer leurs commentaires, c'est ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, j'abonde sur la partie tokenisation un petit peu, là, si j'ose ce terme. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec les communautés autochtones dans ma vie passée, puis ça ne les intéressait pas en tout de joindre notre conseil d'administration, clairement. Ouais. Mais par contre, comment on peut devenir allié? Donc, avoir des espaces de discussion organisés, financés avec le temps, qui leur permet, eux et elles, de se sentir à l'aise, d'avoir des conversations où on n'est pas à l'aise. Si c'est pas confortable, si c'est pas inconfortable, vous n'êtes pas allé assez loin. Il faut que ça devienne inconfortable dans la discussion à un moment donné. Il faut que vous vous sentiez dans vos petites chaussures sur des œufs, mais il faut oser avoir ces espaces-là. Et ça se fait avec les employés aussi. On a les principes féministes chez nous, puis est-ce que c'est quoi, horizontalité tout le temps, tout le monde décide sur tout, ou alors non, c'est toujours la DG qui prend la décision. Ben, on commence à avoir des discussions sur ça, sur où s'arrêtent et où commencent les décisions, la consultation. Et oui, c'est pas toujours simple, mais il faut vraiment ouvrir ces espaces-là où c'est pas confortable. En tout cas, je retiens deux adjectifs ce matin, radical et inconfortable. Intéressant. Linda, puis ensuite Marie. Peut-être je vais dire sur la question d'alliés. On dit on veut transformer nos organisations, mais on dit qu'une organisation est aussi parfaite que les personnes qui la composent. Donc, est-ce que nous-mêmes, on se transforme? Et moi, je viens avec mon chapeau de philanthropie des communautés ethnoculturelles. Oui, on veut peut-être aller solliciter au sein des communautés ethnoculturelles, mais est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus, on est sensible à ces communautés-là? Est-ce qu'on va vers l'autre pour, comme jaser, apprendre c'est quoi sa réalité, voir comment elle est, ou bien on assume que c'est une personne qui, de toute façon, n'a pas de moyens. C'est ce qu'on entend souvent, ce que j'ai souvent entendu. Donc, est-ce qu'on va vers les communautés, on essaie de comprendre c'est quoi leur réalité, comment est-ce qu'elles donnent? Parce qu'on parle de philanthropie des communautés ethnoculturelles, on ne peut pas l'enlever de la philanthropie transnationale, de tous les dons qui représentent de gros montants qui sont envoyés vers les pays d'origine chaque année. Donc, il y a une réalité qui est là, il y a des dons, des personnes qui donnent déjà, et on est en philanthropie, on sait qu'il n'y a pas meilleur donateur que celui qui donne déjà. Fait comment on s'assure d'aller rejoindre ces personnes, d'apprendre leur code pour finalement venir au sein des organisations, dire je sais comment ça fonctionne, puis comme on sait comment ça fonctionne, on est capable de mettre sur place quelque chose pour aller les rejoindre. Donc, je crois que c'est essentiel, nous-mêmes, que le changement passe par nous finalement. Plus on va loin dans cette relation-là, plus la confiance s'installe. Ouais. La confiance, ça donne des ailes. Tout à fait. Ça donne une capacité d'innover qui est plus grande, qui est plus comprise de l'ensemble des acteurs. Donc, on est vraiment gagnant. Puis je disais que j'étais pas patiente, là. C'était pas, mais je reviens, c'est monsieur, pas Taco, monsieur Taco. Hier, qui disait c'est important d'être patient, mais de ce côté-là, je suis d'accord. Pas tout le temps. Marilyn, quelles ont été les réponses venant de la salle? Oui, donc elles sont multiples. Je tente de les regrouper sous certains thèmes. On parle d'une innovation qui origine à l'intérieur même des organisations d'abord et avant tout. Trouver les leviers, les pouvoirs qui nous permettent d'innover. On parle ici, en disant innovation à l'intérieur d'une organisation, appliquée à notre propre organisation, ce qui guide nos propres soutiens. On a parlé d'intersectionnalité, de premier concerné, d'approche intégrée, donc de faire débuter l'innovation de cette manière. Ensuite, on a parlé de consolidation, de regrouper certains services à l'intérieur de notre organisation ou à l'extérieur, parce qu'on pose des questions, est-ce qu'on ne serait pas inhibiteur d'innovation par la charge administrative et bureaucratique qu'on s'impose. Donc ça, c'était aussi un autre... 110 Non, mais 110 absolument. Je veux pas... Donc, oui, je poursuis. c'est intéressant. Il y a une question qui est intéressante, donc je pourrais peut-être la lancer ici. On se demande, est-ce que le système est prêt à ralentir et prendre des risques pour innover socialement? Oh, bonne question. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Patrick? En fait, je pense que
tout le monde, en fait, aujourd'hui, voit la nécessité d'une transformation. On s'entend probablement pas sur les moyens pour y arriver. Je reviens encore à la question du deuil. On s'accroche à des aspirations présentement du passé, à des modèles mentaux qui sont, dans certains cas, peut-être pas nécessairement cohérents avec la survie de l'espèce. Mais faut pas oublier qu'on vit dans une société où la pensée fragmentée, et on est élevé là-dedans depuis Descartes. On est élevé là-dedans. La science, en tant que telle, fragmente beaucoup. Elle commence à redévelopper de la transdisciplinarité, etc. Mais on vit dans une société où la pensée est fragmentée. Donc, est-ce que le système est prêt? Je pense qu'on le ressent à l'intérieur. Je pense que les moyens pour y arriver nécessitent de se décoloniser et de défragmenter notre pensée. C'est là où peut-être que la médiation systémique peut être intéressante. D'autres réflexions, Béatrice? Oui, puis ça a un coût, le fait aussi de se positionner. Moi, je me souviens, je regarde ma directrice de la philanthropie ici, mais je pense que quelques semaines après que je sois rentrée chez Oxfam Québec, il y a eu un article dans Le Devoir, et puis je me suis clairement positionnée avec un agenda féministe intersectionnel. Je pense qu'on a perdu 50 donateurs mensuels la semaine qui a suivi. Donc, il y a une limite à moi à faire le grand écart entre donner à Oxfam humanitaire, tremblement de terre en Syrie, etc., puis donner à Oxfam parce que je suis en train de challenger les banques canadiennes et leur contribution au gaz à effet de serre ou le travail invisible des femmes non rémunérées. Donc, à un moment donné, il faut que j'explique c'est quoi la mission, c'est quoi notre étoile polaire. Oui, on fait dans l'humanitaire, mais on fait aussi dans le changement systémique. Et parfois, il y a des positions aussi qui heurtent peut-être des anciens donateurs, mais qui sont clairement notre mission et notre vision pour dire si on veut vraiment transformer, faut qu'on aille vers le féminisme intersectionnel. Et donc, assumons aussi les conséquences. Et ça aussi, c'est inconfortable. Tout à fait. Je vais vous poser une question. Quand on parle d'innovation, les gens qui se sont intéressés à ça, il y a une vieille courbe de Rogers là, qui va des innovateurs aux premiers adhérents, puis ensuite les bascules qui se passent. On peut parler d'innovation dans nos organisations, on peut être tous innovateurs, mais comment dans le milieu philanthropique, on partage nos apprentissages, on accélère l'adoption d'innovation de collègues. Comment le milieu philanthropique peut favoriser la circulation des apprentissages et des innovations? Avez-vous des réflexions là-dessus? Tu sais, on n'est pas des entreprises privées, on n'est pas en compétition. Moi, j'ai juste le mot en anglais, des patents sur ma façon de ramasser de l'argent. Tu sais. J'ai pas de façon pas de brevet sur la façon de faire mes analyses sociales non plus. Tu sais, je veux dire, donc, si on ne collabore pas dans le secteur dans lequel on est, alors que le but ultime, c'est de venir en aide ou de changer, faire du changement, bien, on a un problème. Et je pense que l'appel de ce matin, c'est de dire, puis je vais être un peu plate, là, mais on pense qu'on collabore. Tout le monde pense, vous êtes tous convaincus de collaborer ici ce matin. Mais à quel niveau? Puis à quel niveau vous êtes prêts à aller? Êtes-vous prêt à laisser aller une partie de votre pouvoir? Êtes-vous prêt à aller... Tu sais, quand j'ai parlé du par, du pour et le avec... Moi, ma gang à Montréal, ils m'ont dit, t'es sûr que tu veux dire avec? Parce que le avec, ça veut dire décision d'argent. J'ai dit, si on ne dit pas et on n'essaye pas, on ne saura pas ce qui va arriver. Donc, il faut s'engager dans ces lignes-là. C'est-tu confortable? 100% non. Mais moi, je vous le dis, si vous n'êtes pas inconfortable en innovation, vous n'êtes pas en train de faire de l'innovation. Alors, ce qu'il faut véritablement essayer, c'est de pousser ça encore plus loin. OK? Puis, essayer de... Creusez-vous les méninges aussi fort que les personnes vulnérables se creusent les méninges à se demander ce qu'ils vont manger ce soir. C'est ça le bottom line. Le bottom line, c'est il faut collaborer plus. Ça prend des zones de partage, mais des vraies zones de partage. Pas de « je suis allé au meeting, c'était le fun ». Non, ça, tout le monde est capable de faire ça. Et surtout, fixez-vous des objectifs clairs avec un deadline très clair. Sinon, vous allez parler très longtemps sans faire absolument rien. Patrick? Je pense que... on utilise le mot radical, collaboration radicale. Là. Moi, je parlerais de transparence radicale, peut-être. Et je pense que dans le secteur de la philanthropie comme ailleurs, si on veut à un moment donné innover, qu'on veut réellement partager avec les communautés avec lesquelles on est partenaire puis on travaille, ben il faut se doter de processus et d'outils permettant de rendre en temps réel
les apprentissages qu'on fait, les échecs qu'on fait, les succès, mais aussi les échecs complètement transparents auprès des partenaires de terrain. Ça, c'est un premier point. L'autre point, je reviens à la question de la médiation systémique. Peut-être qu'il y a une diplomatie du savoir à mettre en place aussi, mais pas nécessairement avec nos partenaires terrain. Entre le terrain, les institutions, les mouvements sociaux, qui vivent dans des réalités un petit peu différentes. Donc, et peut-être que la philanthropie a un rôle à jouer là aussi. En vous écoutant, peut-être une idée folle, mais dorénavant, sur nos sites web et dans nos rapports d'activité, d'avoir une section apprentissage. Puis de partager d'emblée avec les gens, ça serait intéressant parce que nos rapports d'activité, toujours nos bons coups, puis ci, ça, mais nos apprentissages, nos erreurs, la façon qu'on a testé des choses, ça serait assez intéressant d'avoir du storytelling d'apprentissage aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur cette question de partage? Et ça peut être un to-do. Là, si on décide tous ensemble qu'à partir de maintenant, nos rapports annuels, il y aura une section apprentissage, où tous ensemble, on dit... j'ai essayé ça, puis ça n'a pas fonctionné. Moi, je sais, j'ai plein de projets où ça a été plus long, faisons-le ensemble, parce que souvent, c'est comme, je commence la première, mais après, ils vont pas me donner à moi, alors ils vont donner un autre. Ça existe quand même. Faisons-le à partir de notre prochain rapport annuel. Oui, ça serait intéressant. Il nous reste quelques minutes, on va faire un dernier tour. La question, c'est dans 5 ans, si le milieu philanthropique on ne part pas de zéro, le verre est plus qu'à moitié plein. Mais comment on remplit le verre dans le milieu philanthropique pour faire de l'innovation une pratique totalement intégrée, puis une prédisposition au changement telle que Bruno Marchand a pu nous inviter à le prendre par la main? Comment on prend le changement par la main, la transformation, l'innovation, et comment on va le constater dans les prochaines années, les prochains mois, les prochaines années? Alors, Béatrice, est-ce que tu veux débuter? Je vais partir de toi. Des indicateurs comme le financement des apprentissages et le financement des capacités organisationnelles. Vraiment donner du temps aux gens et à ceux qui connaissent très bien c'est quoi les enjeux systémiques et comment les vivre. Financer ces capacités-là. Vraiment pas juste des projets ou même à la limite, oui, la mission, mais financer vraiment la transformation organisationnelle interne. Bye bye le passé, bonjour l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut que nous-mêmes on se questionne tout le temps? C'est faut que ça se finance ce temps-là. Donc, comment ça se voit dans les financements des fondations et de nos donateurs? Très bien, merci. Linda? Dans notre cas, ce serait certainement la question, au-delà des autres qu'on a abordées, les investissements d'impact, qu'une plus grosse part de notre portefeuille soit vraiment en train de travailler dans la communauté au-delà des subventions qui sont versées. Puis, il y a le sondage. Je crois qu'un bon indicateur sera le sondage dont on a eu les résultats hier, mais que les 75% de personnes qui posent des gestes philanthropiques, mais que les 75% se considèrent comme philanthropes et non plus seulement 19%. Ce serait un bel indicateur, je pense. Très bien, intéressant. Patrick? Les partenaires de terrain sont engagés dans la R&D sociale. Donc, ils sont capables d'en faire, ils ont le temps d'en faire, ils ont le financement pour en faire, ils sont capables d'être dans la prise de risque. Ils n'ont pas uniquement dans l'urgence, premier élément. Deuxième élément, il y a du capital social qui se crée verticalement entre les acteurs de terrain, les institutions, les mouvements sociaux. Très bien, merci. Hélène? 2 choses. Dans mes rêves les plus fous, c'est de dire dans 10 ans, encore une banque alimentaire qui ferme parce que les besoins sont plus là. Ça, c'est porté par plusieurs d'entre nous. Mais moi, je crois beaucoup à la contamination positive. Et le chiffre hier de gens qui font des actions qui se reconnaissent pas, ça m'a parlé beaucoup. Et remarquez quand vous dites à quelqu'un... quelqu'un vous dit j'aide mon voisin, ma tante ou peu importe, et qu'on dit mais t'en fais de la philanthropie. Prendre le temps de dire aux gens qui sont philanthropes, quand ils posent un geste, une attention vers l'autre, et à ce moment-là, souvent on voit l'étoile dans les yeux des gens. Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça comme ça. J'exagère un peu, mais à peine. Et je crois que de prendre le temps de le dire va faire en sorte que on va voir ces gestes-là davantage dans notre quotidien. Il faut pas sous-estimer la force du nombre. C'est bon. C'est très, très identitaire comme
stratégie, c'est bon. Complètement. Non. Mais moi, j'abonde exactement dans le même sens. On aura réussi quand on a réussi à sensibiliser, que tout le monde se sente, que les gens sentent qu'ils fassent de la philanthropie, puis particulièrement les jeunes qui, pour toutes sortes de raisons, puis surtout avec la pandémie, n'ont pas été nécessairement en contact, mais que les gens sentent que le geste qu'ils posent est un geste de philanthropie. Pour moi, ça va être la réussite de la Fédération de l'innovation en philanthropie. Merci, Claude. Et la preuve, c'est que vous ne parlez pas d'argent. Donc, on ne parle pas de sous. C'est pas de ça dont on parle ici ce matin. On parle vraiment de l'implication. Moi, dans 5 ans, on aura chacun ici invité une personne de nos environnements, qui sera des organismes communautaires ou des personnes qui sont dans les quartiers, qui œuvrent et qui viendront parler des histoires inspirantes de changement. Voir comment ils ont été catalysés par nous tous et toutes ici et qui seront en mesure d'expliquer comment que 1 ou 2 ou 3 initiatives ont fait en sorte que le système s'est adapté puis a évolué dans le but d'aider le plus grand nombre. Et je pense que on aura tous aussi constaté, tout le monde, que seule personne a la solution et qu'on aura embrassé la complexité et la diversité. Très bien. Alors, on remercie nos panélistes pour ces